Donc maintenant, on va continuer un petit peu plus sur ces aspects donc, de bioéthique et d'impact au niveau donc, sociétal de ces innovations technologiques. Et donc, j'accueille le professeur Jean-Hugues Deschaux, qui est professeur de sociologie à l'Université de Lyon, qui est diplômé de Sciences Po Paris et docteur en sociologie. Il est l'auteur donc, de plus de 170 articles et ouvrages, dont certains comme Le souvenir des morts, Les familles face à la mort, La sociologie de la famille et plus récemment l'hypothèse du bébé sur mesure, sujet sur lequel il va donc parler aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me donner l'occasion de m'adresser à un public que j'ai peu l'occasion de fréquenter, un public de scientifiques. Alors, on va changer effectivement de registre puisque je vais parler en tant que sociologue et qui plus est, sociologue non pas des sciences, parce qu'il existe des sociologues qui s'occupent d'analyser l'évolution du savoir scientifique et ses impacts sur la vie collective, sur la vie sociale. Mais moi, je vais parler comme sociologue de la famille et de la parenté, qui est mon domaine de recherche. Et donc, je vais poser une question devant vous qui est celle de savoir si l'on va vers un scénario qu'on pourrait résumer par une formule un peu choc, le bébé sur mesure. Donc mon propos va consister à croiser génétique et parenté, ce qui est un croisement risqué parce que je suis sociologue de la famille, que je viens de le dire. Je ne suis pas un spécialiste de la génétique. Ma fréquentation de la génétique est toute récente. Elle est récente, mais elle est passionnée parce que je m'efforce de me tenir au courant, dans la mesure du possible, de l'évolution des découvertes, du savoir, des expériences, etc. Et je dois dire que je suis fasciné. Je suis fasciné par ce qui se passe dans ce domaine de la connaissance et par le rythme d'évolution des éléments de connaissance dans ce domaine. Et donc j'ai l'impression de découvrir des choses nouvelles un peu chaque semaine. Alors ça peut être aussi un effet du fait que je suis un novice et que voilà, je n'ai pas forcément tous les éléments en tête pour mesurer le degré d'innovation apporté par chacune de ces nouvelles expériences. Mais en tout cas, je pense qu'il vaut la peine de regarder ça de près. Alors je voudrais surtout poser des questions, inviter à la réflexion. On a évoqué à l'instant le fait qu'aujourd'hui s'ouvrent les états généraux sur la bioéthique. Il me semble que c'est une très bonne conjonction. Et donc inviter à la réflexion à la fois sur la situation présente et aussi faire un peu de futurologie. Avec beaucoup de prudence, c'est-à-dire s'interroger sur l'avenir proche, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer, prendre la mesure aussi de ce qui probablement se passera d'ici peu, plutôt que de trancher une fois sur toutes, je dirais, dans un domaine où les choses sont très labiles. Alors, je vais amorcer ma réflexion sur une question que je formule en ces termes: dans quelle mesure le développement actuel et le développement à venir des biotechnologies dans le domaine de la procréation transforment-ils la manière de penser la naissance et la parenté, c'est-à-dire de leur donner sens. Alors, on va voir si ça marche. Oui. Alors, première question, que se cache-t-il derrière le gamète ? Je viens de terminer une étude sur l'offre de services de 2 banques de sperme danoises, dont l'une d'elles, dont vous avez peut-être entendu parler, Cryos International, est le leader sur le marché mondial des gamètes. Et je vous donne donc ici, avec quelques images, en retenant le cas de Cryos International, un petit aperçu sur ce que vendent les banques de sperme. Alors, quand on se pose la question, que vendent-elles ?
La réponse pourrait sembler évidente, eh bien, elles vendent des gamètes mâles sous la forme de paillettes de sperme congelées. C'est évidemment, factuellement, ce qu'elles font, mais la question qu'il faut se poser, c'est de savoir si elles se contentent de vendre des cellules de reproduction, si elles se contentent de vendre finalement un matériau biogénétique. Alors, on peut jeter un premier coup d'œil à la page d'accueil de Cryos International. C'est la première diapo que vous avez ici sous les yeux. Qu'est-ce qu'on voit sur cette page d'accueil? On voit des enfants, on voit plus précisément des nourrissons, avec une diversité d'apparence, une variété des phénotypes morphologiques à mettre en rapport avec le caractère international de la clientèle de ces établissements, puisque Cryos International nous explique que la clientèle se recrute dans 80 pays différents dans le monde. Donc un souci de répondre à la variété, à la diversité des demandes, des attentes. Bien que l'établissement se situe dans la banlieue de Copenhague, eh bien, on n'a pas en stock que des donneurs vikings. Et donc, on peut partir de l'hypothèse que le couple ou la cliente veut un bébé qui lui ressemble. Et comme précisément cette clientèle est très variée, il faut pouvoir répondre à la variété des demandes. Et puis, tout de suite, donc, sur cette page d'accueil, on trouve un lien vers ce qui va être la pièce centrale du site internet de ces établissements, qui est le catalogue. En cliquant ici sur « Recherche de donneurs », on accède au catalogue dont j'ai ici reproduit la première page. Donc, je répète que le catalogue, c'est la pièce centrale du site des banques de sperme, parce que le commerce des gamètes, c'est principalement un commerce en ligne. C'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de vous déplacer à Copenhague. Vous pouvez faire ça de chez vous, passer commande de vos gamètes et vous les faire livrer sans aucune difficulté. Alors, on va donc sur un site de banque de sperme pour trouver un donneur. Alors, on remarque en haut sur cette page un visage de nourrisson, et puis juste en dessous, on a donc des critères de sélection. Ici, ce sont les critères de sélection par défaut du donneur qui vont établir sa taille, la couleur de ses yeux, de ses cheveux. On a une rubrique qui s'intitule ici race, ce qui pour un public français peut sembler quelque peu étonnant. Et puis on a un lien donc qui est fait, on le voit bien, entre l'enfant, son apparence à travers ici son visage, et le donneur, un lien qui repose sur les traits phénotypiques finalement. Ce qui suggère que les traits du donneur se retrouvent dans les traits de l'enfant. On est invité, en somme, à choisir son donneur en fonction du profil recherché pour son enfant. Alors, si je sélectionne parmi les critères par défaut qui s'affichent ici sur cette page tel ou tel critère, eh bien, j'arrive sur une liste de donneurs qui correspond dans le catalogue finalement à l'ensemble de ceux qui satisfont aux critères que j'ai cochés, qui correspondent à mon choix donc, et pour chacun des donneurs ainsi listés, j'ai une fiche, un profil, je peux accéder à une fiche d'information qui me permet finalement de savoir à qui j'ai affaire. Alors d'abord, on a le profil par défaut qui correspond aux seuls critères retenus, ceux qui s'affichent sur la page qui précédait. Donc un récapitulatif des traits, avec, dans la partie basse ici de la page, ce que coûtent les gamètes, selon leurs caractéristiques biogénétiques, c'est-à-dire la mobilité des spermatozoïdes, selon qu'il s'agit aussi de sperme brut ou de sperme préparé pour une insémination intra-utérine, ça n'est pas le même prix, et selon enfin une dernière variable qui est le stock disponible des paillettes pour chacun des donneurs. Mais il est possible d'accéder à d'autres éléments d'information, le dossier médical de la personne, qui livre donc les résultats d'un dépistage génétique qui a pour objectif naturellement d'écarter les personnes qui sont porteuses de mutations génétiques qui pourraient donner lieu
à des maladies génétiquement transmissibles. Mais ça n'est pas tout, parce que je peux aussi accéder, si le donneur y a consenti, je peux aussi accéder à beaucoup plus d'informations que celles dont j'ai parlé à l'instant. Je peux avoir accès à un profil qu'on va appeler profil élargi ou profil détaillé du donneur, dans lequel je vais trouver un enregistrement de sa voix, donc je peux l'écouter parler. Je vais trouver de lui des photos de lui enfant. En tout cas pour Cryos International, on trouve des photos du donneur à l'époque où il était un jeune enfant. Je vais trouver une lettre manuscrite, donc son écriture. Si j'estime à tort ou à raison que son écriture me renseigne sur ce qu'il est, je vais pouvoir regarder de près la lettre manuscrite qu'il a accepté d'écrire et dans laquelle généralement il nous explique les raisons pour lesquelles il est donneur. Et puis tout un ensemble d'éléments, tout un ensemble d'informations qui sont relatifs à son identité à la fois sociale, quel type d'études j'ai fait, quel métier je fais, que faisaient mes parents, etc., dans quel milieu social j'évolue. Et puis des éléments aussi d'identité personnelle, qu'est-ce que j'aime dans la vie, qu'est-ce que j'aime comme musique, quels sont mes hobbies, qu'est-ce que j'aime manger, etc., etc. Alors si on prend par exemple la fiche d'Adrian que j'ai reproduit ici, on apprend qu'Adrian est un donneur ouvert. Alors qu'est-ce que ça veut dire un donneur ouvert? Ça veut dire qu'il s'engage, il s'est engagé, lorsqu'il a fait cette démarche, à délivrer des informations sur lui, le concernant, et à révéler son identité personnelle, c'est-à-dire son vrai nom, sa vraie adresse, etc., à la majorité de l'enfant. Et que donc l'enfant, à sa majorité, pourra, le cas échéant, si telle est sa volonté, prendre contact et éventuellement rencontrer le géniteur qui a rendu possible son existence. Alors pour le moment, Adrian, ça n'est qu'un pseudo. Hein. Alors on peut, en somme, avec cette fiche qui comprend différentes pages, hein, c'est un petit dossier d'une dizaine de pages, enfin, qui est variable selon les donneurs, on peut en quelque sorte faire la connaissance. On peut faire la connaissance du donneur, puisqu'on a des éléments d'autoportrait, en quelque sorte, dans laquelle la personne se met en scène, se raconte. Alors c'est en même temps, je dirais, un peu calibré, parce qu'il y a un modèle type, en quelque sorte, que les donneurs doivent suivre pour se raconter et ainsi renseigner leur profil élargi pour ceux, encore une fois, qui ont accepté d'aller jusque-là et faire figurer ces éléments dans le catalogue. Donc, plusieurs pages d'autoportrait où Adrian va nous expliquer qui il est, pourquoi il est donneur de sperme. Alors, ces éléments sont très brièvement résumés ici dans la petite vignette bleue. Et naturellement, on apprend qu'Adrian est aussi en très bonne santé. D'ailleurs, Cryos International nous explique qu'ils sont très exigeants sur la sélection des donneurs, qu'ils ne gardent que 10% de l'ensemble de ceux qui se proposent, qu'ils gardent la crème de la crème, hein, nous explique le directeur de Cryos International. On apprend aussi que non seulement Adrian est en bonne santé, mais que sa parenté proche l'est aussi, selon le résultat d'une enquête qui se fait pour le coup, cette fois-ci, par le fait de remplir un questionnaire sur à la fois les antécédents médicaux de la personne et les antécédents médicaux de la famille, avec donc des éléments sur le père, la mère, les frères, les sœurs, etc., qui renseignent en quelque sorte la clientèle sur le niveau médical moyen, en quelque sorte, de la parentèle du donneur. Et puis enfin, il y a une dernière pièce qui est tout à fait intéressante à regarder, dont j'ai ici reproduit quelques éléments, c'est que le donneur peut passer un test de personnalité. Il peut passer un test de personnalité qui est dit ici, dans le cas de Cryos International, un test d'intelligence émotionnelle, dont les résultats sont donc portés à la connaissance de la clientèle à travers des éléments comme ceux que j'ai reproduits ici. Donc ça ressemble, pour ceux qui connaissent, à un test de recrutement. Même présentation savante, avec des scores, avec des courbes, avec des graphes en étoiles, qui vont en quelque sorte faciliter la comparaison
entre différents donneurs entre lesquels le couple ou la cliente pourrait hésiter. Alors, ça n'est pas un QI, mais ça y ressemble, c'est un EQ, un quotient émotionnel qui est mesuré par un score. Ici, celui d'Adrien est de 96, ce qui, selon la courbe, le situe grosso modo dans la moyenne. Alors, on pourrait se demander pourquoi un test de personnalité. Pourquoi un test de personnalité? Alors, naturellement, la réponse, c'est pour savoir à qui on a affaire, mais en même temps, c'est une personne que le couple ou que la cliente ne va pas rencontrer. Donc, quel est l'intérêt, finalement, d'avoir connaissance d'éléments qui nous renseignent sur la personnalité du donneur? La réponse est suggérée, c'est que les traits psychologiques du donneur sont susceptibles de se retrouver chez l'enfant. Ce qui vaut pour le génotype physique à travers l'organisation de la page que j'ai présentée tout à l'heure, qui fait figurer dans la partie haute un visage de nourrisson et dans la partie basse des traits phénotypiques du donneur, donc rapprochement entre les deux qui est suggéré par la présentation graphique, vaut ici aussi naturellement pour le phénotype psychologique, du moins c'est ce que nous invite à penser l'offre commerciale de Cryos International. Alors, Cryos International n'a strictement rien d'original. Je veux dire que ce qu'ils font là, c'est ce que font la plupart des banques de sperme un peu partout dans le monde. Je dirais même que c'est une déclinaison, une version assez sobre de ce que peuvent proposer d'autres établissements, si on compare à d'autres établissements, notamment en Amérique du Nord. Alors, en somme, les banques de sperme invitent à penser que le phénotype se transmet génétiquement du donneur à l'enfant. En somme, le discours commercial de ces établissements nous invite à établir une relation d'équivalence entre le génotype et le phénotype. Et dans la foulée, elle propose de trouver donc un donneur sur mesure pour trouver un enfant, pour avoir un enfant sur mesure, pour obtenir un enfant sur mesure. Trouvez le bébé que vous cherchez et pour cela, sélectionnez soigneusement le donneur avec l'ensemble des éléments de sélection que l'établissement vous propose. Donc, en réalité, derrière le gamète, qu'est-ce qui se cache? Il se cache un profil humain. C'est-à-dire que les banques de sperme, elles vendent des profils humains. Alors, deuxième point, procréer, c'est choisir l'équipement génétique de son enfant. Bien sûr, j'ai commencé par le commerce des gamètes parce que c'est quelque chose d'un peu frappant. Bien sûr, le commerce des gamètes reste tout à fait marginal au regard du nombre d'enfants qui sont nés chaque année, mais c'est un bon révélateur des mutations en cours et de celles qui s'annoncent. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la procréation est devenue une affaire médicale et technique. Il y a un mouvement de médicalisation et de technicisation de la procréation qui est absolument incontestable, qui a été décrit, bien analysé par les historiens et les sociologues spécialistes de la question. Et ce mouvement, on pourrait dire qu'il s'est intensifié dans les années 90, 1990, avec la généralisation du dépistage prénatal, initialement centré sur la trisomie, et le développement de l'assistance médicale à la procréation. Alors, au-delà des seuls cas de procréation médicalement assistée, on pourrait dire qu'aujourd'hui, presque toutes les grossesses sont maintenant, d'une manière ou d'une autre, médicalement assistées, et même dans une proportion croissante, génétiquement assistées. La génétique est présente, elle est présente à tous les stades du processus de reproduction, elle est présente de la conception jusqu'à la naissance de l'enfant. Et ce qui me semble surtout très marquant au cours de ces dernières années, c'est que cette présence se renforce avec les avancées de la génomique, notamment avec les progrès qu'on a pu faire dans le domaine du séquençage du génome, et qui permettent d'améliorer continuellement les techniques de dépistage. Alors, à côté du dépistage prénatal qui est proposé à toutes les femmes enceintes au premier trimestre de leur grossesse en cadre hospitalier, je parle ici de la France, il existe désormais
des tests génétiques non invasifs de nouvelle génération, ce qu'on appelle les DPNI, que l'on peut se procurer sur Internet. Il y a un commerce des DPNI sur Internet. Vous pouvez vous procurer ça. Parfois, une prescription médicale est nécessaire, mais ça n'est pas toujours le cas. Voilà ici un exemple de... c'est ça, de laboratoire qui vend du DPNI. Alors un DPNI, ça suppose quoi? C'est extrêmement léger dans une certaine mesure, puisqu'il suffit d'une prise de sang de la femme enceinte, et qui permet d'accéder à l'ADN du fœtus. Prise de sang réalisable à partir de la 12e semaine d'aménorrhée. Les résultats vous sont livrés très rapidement, en moins d'une semaine vous avez les résultats. C'est indolore, c'est non invasif, c'est précis, semble-t-il c'est très fiable. Un autre exemple ici avec... alors non, là j'en ai sauté sans doute une. Voilà, oui, voilà, le premier exemple de labo qui vendent du test DPNI, un second exemple. Et il vous en coûtera en gros au moins 400 € non remboursés par la sécurité sociale, du moins en France. Ce qui n'est pas le cas par exemple en Belgique. Et donc on repère principalement les risques de trisomie, mais certains labos proposent plus. On peut déterminer par exemple le sexe de l'enfant à naître. Alors il existe aussi à côté de cela des tests préconceptionnels qui évaluent les risques de pathologie héréditaire avant même de concevoir un enfant. Donc l'identification du risque est du coup déplacée du fœtus vers ses futurs parents, précédant la mise en œuvre d'un projet de grossesse. Au Japon et aux États-Unis, on trouve des tests qui couvrent un très large éventail de pathologies et qui calculent le degré de compatibilité génétique des futurs parents. En Belgique, très récemment, le Conseil supérieur de la santé, c'est en mars 2017, a proposé des tests préconceptionnels qui seraient des tests remboursés à tous les futurs parents qui sont suivis pour des questions de fertilité ou qui sont diagnostiqués porteurs d'une maladie génétique récessive. Et puis enfin, pour faire écho à ce que Pierre nous a raconté à la fin de son exposé, les progrès dans l'édition du génome permettent d'envisager, avec des outils comme CRISPR-Cas9, de procéder d'ici quelques temps, d'ici quelques années, à des modifications ciblées du génome de l'embryon à un stade ultra précoce, donc correction du génome qui, lorsque l'outil sera tout à fait fiable et qu'on aura réduit à zéro ces effets hors cible qu'on a évoqués tout à l'heure, eh bien, outil qui permettra d'éradiquer les risques associés à telle ou telle mutation pour l'enfant à naître, mais aussi pour toute sa descendance, puisqu'on intervient sur le génome germinal, le génome des cellules de la reproduction. Alors, que signifie cette assistance génétique croissante? Elle signifie quelque chose qui est en réalité le point sur lequel je veux insister, je veux attirer votre attention, c'est qu'au cœur de l'acte de donner naissance, il y a déjà, et il y aura de plus en plus à l'avenir, la notion de choix reproductif. De choix reproductif à l'opposé d'une vision en termes d'aléas, en termes de hasard, en termes de contingence, qui a longtemps prévalu dans la manière de se représenter le fait de donner naissance. Les parents assistés par la médecine, assistés aussi par le conseil génétique, eh bien, seront mis en situation de devoir choisir quel génotype retenir pour l'enfant à naître. Ça ouvre des prérogatives nouvelles en matière de procréation, puisque les parents, ils peuvent désormais, et ils pourront plus encore demain, intervenir directement, intentionnellement, sur l'équipement génétique de l'enfant, en le configurant d'une certaine manière selon ce qu'ils préfèrent pour l'enfant à naître. Donc procréer
c'est de plus en plus choisir. Procréer, c'est choisir, et c'est choisir avant même la naissance, et non plus donc s'en remettre à la loterie génétique. Il me semble que là, on touche à une représentation à un changement, une inflexion très profonde dans la manière de penser la naissance. Alors, si on réfléchit dans ces termes-là, il y a naturellement une deuxième question qu'il faut se poser. Je crois que je suis allé trop vite. Non, c'est bon. Une deuxième question qu'il faut aller se poser, c'est en vue de quoi choisir ? Procréer, c'est donc choisir, procéder à une sélection anténatale, mais en vue de quoi ? En vue de quoi choisir ? La question qui est ici posée, c'est celle de ce que l'on vise. Celle de ce que l'on vise, c'est-à-dire dans quel but ? Dans quel but choisir tel ou tel génotype ? Ce qui pose tout un ensemble de questions. Qu'est-ce que c'est qu'une pathologie ? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant normal ? Et qu'est-ce que c'est qu'un bon parent soucieux du bonheur de son enfant ? Et à ces questions, qui sont des questions complexes, l'ingénierie génétique n'a pas de réponse. L'ingénierie génétique n'a pas de réponse parce que le problème posé n'est pas un problème d'ordre biologique. Le problème posé n'est pas un problème qui serait soluble en quelque sorte par un calcul probabiliste du type de ceux qui servent à porter un diagnostic à partir d'un séquençage du génome. Comment distinguer entre ce qui est normal et ce qui cesse de l'être ? La réponse paraît aller de soi pour une mutation génétique associée à un risque élevé de cancer incurable, par exemple. Elle ne l'est déjà plus pour la surdité, le nanisme, sans parler du choix du sexe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que parents et médecins sont ici face à un domaine qui n'est plus celui des faits biologiques au sens strict du terme, mais qui est celui des préférences et des normes qui justifient le choix que l'on va prendre, le choix que l'on va faire. Le choix reproductif, il pose de manière explicite le problème des bonnes raisons de mettre un enfant au monde. Il rend explicite cette question. Et ce qui prime ici, ce sont moins des faits que des idées, des manières de penser la procréation, des manières de penser la responsabilité parentale, des manières de penser la parenté. Alors, dans les prises de position en faveur de la sélection anténatale, la visée thérapeutique est de manière systématique mise en avant. L'argument clé dans les plaidoyers, c'est l'argument du gain en vie humaine. En écartant les mutations génétiques qui sont à l'origine de maladies incurables, eh bien, l'édition du génome germinal permettra à de nombreuses personnes de vivre dans de bonnes conditions ou tout simplement de ne pas mourir. Donc, du coup, pour ceux qui défendent cette ligne d'argumentation, les objections éthiques qui soutiennent que le génome de l'espèce humaine doit rester inviolable et qu'il ne peut faire l'objet d'une correction intentionnelle, ce qui est par exemple la position officielle de l'UNESCO, qui a été prise en 2015, ce qui est aussi la position du Conseil de l'Europe, à la fois à travers la Convention d'Oviedo de 1997 et aussi qui a été rappelée dans la recommandation toute récente 2115 d'octobre 2017 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, eh bien, ces objections éthiques paraissent dérisoires à l'aune de l'argument qui est mis en avant par les plaidoyers que je viens d'évoquer et qui mettent en avant justement le gain en vie humaine. Alors, pour bien saisir finalement les positions en présence et les controverses aussi qui sont susceptibles de s'établir, je voudrais reprendre les grandes lignes d'un de ces plaidoyers. Justement, le voici, il est au-dessus de moi, que l'on doit à une grande figure de la bioéthique britannique, qui est John Harris, qui est professeur à Cambridge, et qui s'exprime à la fois, comme la plupart de ses collègues dans ce domaine, à la fois dans des revues académiques de bioéthique, qui sont des revues internationales, et aussi de temps en temps qui s'exprime
je dirais, dans l'espace public, à travers un point de vue publié dans les quotidiens, par exemple. Et ce qui est le cas ici d'un point de vue qu'il a publié, John Harris, dans le Guardian, du 2 décembre 2015, où il s'exprime sur l'édition du génome germinal, et dans son texte, il juge absurde le principe de l'inviolabilité du génome de l'espèce humaine, et il récuse les objections les plus communes que l'on adresse aux partisans de la correction du génome germinal, en disant, enfin, les objections les plus communes, c'est un risque inacceptable pour les générations futures du fait de la transmission à la lignée des corrections génétiques opérées. Et un deuxième argument, c'est l'impossibilité d'obtenir le consentement de l'enfant, puisque naturellement, c'est une correction qui est opérée avant que l'enfant n'existe. Donc, pour Harris, en fait, ces objections sont des objections tout à fait secondaires, tout à fait dérisoires, parce que le vrai drame, ce sont les morts. Le vrai drame, ce sont, nous dit-il, les 6% de nourrissons qui, chaque année dans le monde, naissent porteurs d'une grave mutation génétique. Et donc, à cette aune, eh bien, intervenir sur le génome germinal, c'est une obligation morale. C'est une obligation morale parce que c'est une obligation morale pour réduire le malheur, c'est une obligation morale pour faire reculer la mort. Alors, Harris, ce n'est pas du tout un cas isolé. D'ailleurs, c'est une personne tout à fait éminente et qui est très centrale dans l'univers académique britannique. Comme je le disais, il est prof à Cambridge. On va cette fois-ci se reporter à un autre avis, qui est celui de Steven Pinker, qui est un psychologue cognitiviste canadien, qui s'est exprimé lui aussi sur ces questions dans la presse grand public. Ici, c'est un quotidien canadien, le Boston Globe, au 1er août 2015. Et dans ce texte, Pinker mentionne lui aussi l'ampleur des drames humains que la correction ciblée du génome germinal pourrait massivement réduire. Il s'appuie sur des données de l'OMS qui estimait en 2010 à 2,5 milliards le nombre d'années humaines perdues à cause de décès ou de maladies handicapantes d'origine génétique, soit, nous dit-il, beaucoup plus que tous les crimes, guerres et génocides que le monde n'ait jamais connus. Donc pour Pinker, la conclusion est évidente. Il y a un impératif moral à faire le nécessaire pour réduire le poids de ce fardeau, c'est-à-dire pour réduire le nombre d'années perdues. Ce devrait être, pour cette raison, une priorité éthique, conclut-il son texte. Alors, ces arguments, celui de Harris, celui de Pinker, qui sont loin d'être isolés, reposent sur ce que l'on pourrait appeler un utilitarisme procréatif. C'est-à-dire que c'est l'idée que la sélection anténatale est une bonne chose parce qu'elle permet de gagner des vies humaines et de rendre l'existence plus heureuse. Rendre l'enfant indemne d'une maladie grave transmise génétiquement par les parents grâce à une correction du génotype de l'embryon, eh bien, c'est un devoir moral qui vise à assurer la meilleure vie possible à l'enfant. Alors, le même type de raisonnement pourrait être tenu à l'égard de traits phénotypiques de l'enfant à naître, comme sa taille, son sexe, son quotient intellectuel, dont les parents estiment, à tort ou à raison, qu'ils rendront la vie meilleure à l'enfant. Un auteur comme Harris, d'ailleurs, ne l'exclut pas. Pour lui, les parents doivent être libres de leur choix procréatif, c'est-à-dire que le choix du bien, la conception de la bonne vie leur appartient, on ne peut pas en décider à leur place, et donc il faut finalement leur laisser le choix, il faut leur faire confiance, ils sont naturellement bienveillants à l'égard de leur enfant, puisqu'ils veulent son bonheur. Et sur ce plan, poursuit Harris, augmenter les capacités de l'enfant, ça n'est pas très différent de choix éducatifs que les parents font très tôt dans la vie de l'enfant, et ce, dans son intérêt, sans nécessairement lui demander son avis. Donc, on le voit, la question clé, c'est de savoir ce qu'on appelle meilleur enfant ou meilleure vie. Si visée thérapeutique, ça veut dire procurer une meilleure vie à l'enfant, il devient très difficile de cerner rigoureusement ce qu'il faut entendre par visée thérapeutique. Dans le Wall Street Journal
du 10 avril 2016, un généticien très connu nord-américain qui est George Church déclare à propos de l'édition du génome germinal, il déclare ceci, je cite, « Nous pourrons nous focaliser initialement sur les maladies génétiques actuellement incurables, à l'issue mortelle pour les nouveau-nés. Si ces thérapies sont sûres et efficaces, alors nous pourrons les utiliser à d'autres fins pour d'autres traits. » Fin de citation. Quatrième point, l'eugénisme, un vilain mot, point d'interrogation. Les prises de position sur la sélection anténatale, et en particulier sur l'édition du génome germinal, sont la face émergée d'un courant intellectuel bien installé dans le monde anglo-saxon qui se réclame de manière tout à fait explicite de l'eugénisme, voire de l'augmentation ou de l'amélioration humaine. Et le débat actuel qui commence à prendre corps et qui est très technique en apparence sur l'édition du génome germinal, eh bien, marque, me semble-t-il, le retour dans l'espace social de la thématique de l'eugénisme. Alors, entendons-nous sur les mots, on peut appeler eugénisme la sélection consciente et volontaire de la reproduction humaine en vue d'améliorer le patrimoine génétique de l'humanité. Son retour, il s'opère sous une forme qui est inédite. Non pas un eugénisme d'État, mais un eugénisme qu'on pourrait appeler de consommation, de marché ou de libre choix. L'eugénisme d'État, c'est celui qu'on a connu dans l'histoire. L'eugénisme d'État, il allait de haut en bas. C'était une politique publique visant à sélectionner les parents de manière plus ou moins autoritaire, en écartant ceux qu'on jugeait tarés ou dégénérés. Et on sait qu'à partir des années 1920, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays ont mis en place des législations eugénistes, certains États des États-Unis, la Suisse, le Canada, les États scandinaves et bien sûr, sous une forme extrême, l'Allemagne nazie. L'eugénisme de consommation, c'est presque l'inverse. L'eugénisme de consommation, ce qui prime ici, c'est la demande qui vient du bas. C'est la demande qui vient des parents eux-mêmes. C'est le choix par chacun des gènes de ses propres enfants. Et le passage de l'un à l'autre, le passage de l'eugénisme d'État à l'eugénisme de consommation, d'une certaine manière, c'est un véritable tour de force dans l'histoire des idées. Parce que jusqu'à présent, l'eugénisme, c'était un gros mot, une expression taboue. On pensait inévitablement, depuis l'eugénisme nazi, on pensait inévitablement, bien sûr, à l'expérience nazie. Et donc, il a fallu surmonter cette représentation des choses. Il a fallu, en somme, transformer un mot infâme, qui était associé à une expérience historique déplorable, pour finalement en faire un mot positif. Et l'opérateur de cette mutation sémantique, eh bien, c'est la notion de libre choix. C'est par la notion de libre choix, finalement, qu'on passe d'une acception de l'eugénisme d'État, à une autre acception de l'eugénisme défendable, qui est l'eugénisme de consommation. Ce nouvel eugénisme, donc, il repose sur la notion de libre choix, et je dois dire que réhabiliter l'eugénisme comme une affaire de libre choix n'a pas attendu les innovations biotechnologiques de ces dernières années. C'est-à-dire, je pense surtout ici au séquençage et à l'édition du génome. Il est antérieur. Cette opération, finalement, de réhabilitation de l'eugénisme est antérieure aux principales avancées en matière de séquençage et d'édition. Mais ce qui se passe sur ces deux fronts, eh bien, lui a donné un large écho. Le nouvel eugénisme n'est plus simplement une doctrine intellectuelle qui n'occuperait que quelques intellectuels farfelus. C'est devenu quelque chose, une doctrine qui s'exprime dans l'espace public. Alors, la littérature, elle est aujourd'hui très vaste en matière d'eugénisme de consommation. Elle s'exprime dans le monde académique et elle s'exprime dans les médias, surtout dans l'espace anglo-saxon, aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, encore peu en France. Et je me contenterai ici de citer deux auteurs
qui se sont illustrés dans ce domaine. Le premier étant le philosophe australien Nicolas Agar, dont j'ai reproduit ici la première page de son article célèbre. Alors, Nicolas Agar, c'est un professeur de philosophie à l'université Victoria de Wellington et qui publie en 1998 dans une revue de sciences politiques, une revue internationale de sciences politiques, ce qu'on pourrait appeler le texte fondateur de cette doctrine, sous le titre, vous le voyez, Liberal Eugenics. Et Agar défend donc une version libérale de l'eugénisme qui accorde aux parents le droit d'intervenir sur l'ADN de l'enfant à naître, et il voit dans cet eugénisme parental la marque de la démocratie libérale, c'est-à-dire l'expression et l'extension d'une liberté et d'une autonomie procréative. C'est-à-dire, c'est vraiment le thème progrès, c'est choisir. Et donc, donnons aux parents les moyens de choisir. Donc, expression et extension d'une liberté procréative, d'une autonomie procréative, qui, à condition que l'accès aux biotechnologies de la reproduction soit garanti à tous, eh bien, puisse fonctionner comme un outil d'égalité des chances. Un outil d'égalité des chances et d'égalité des capacités. Alors récemment, en 2013, Agar a publié un livre dans lequel il s'est désolidarisé des versions les plus radicales de cet eugénisme du libre choix, estimant que tout de même, selon lui, cet eugénisme doit respecter certaines, alors il appelle ça des normes biologiques humaines, et ne pas donner lieu à des manipulations génétiques visant à fabriquer des hommes augmentés. Ce qui est loin de faire l'objet d'un consensus au sein de ce courant d'idées du nouvel eugénisme. Deuxième auteur clé, Julian Savulescu, qui est un philosophe spécialisé en bioéthique, professeur à Oxford, donc au Royaume-Uni, très influent dans le milieu académique sur les questions de sélection reproductive. C'est sans doute, je dis ça de manière pifométrique, mais ma fréquentation des textes m'amène à penser que c'est sans doute l'auteur le plus cité, et qui, au début des années 2000, j'ai reproduit ici la première page de son article, introduit dans un article qui a fait date la notion de bienfaisance procréative. Bienfaisance procréative, donc on est en 2001, selon laquelle les parents ont l'obligation morale de sélectionner les meilleurs gènes pour leur enfant en vue de lui offrir, sur la base des informations dont ils disposent, la meilleure vie possible. Texte publié dans la revue Bioethics, qui est devenu un manifeste du nouvel eugénisme, puisque les partisans de la sélection anténatale s'y réfèrent, je dirais, systématiquement, de manière presque rituelle. Alors 15 ans plus tard, dans un contexte qui a changé avec la mise au point de CRISPR-Cas9, Savulescu soutient que la recherche en édition génomique appliquée aux embryons humains est, je cite, non pas une option, mais une nécessité morale. Donc vous voyez, il suit de très très près les innovations en matière de génomique et prend position d'un point de vue normatif finalement sur ces recherches et les nouvelles options qu'elles ouvrent en matière de procréation. Alors le principe clé qui est vraiment au centre de ce nouvel eugénisme, c'est la liberté de choix. La liberté de choix en tant qu'elle appartient aux individus. L'État n'a pas à imposer ses préférences en matière de reproduction humaine. Les décisions à prendre qui concernent la procréation ne regardent que les parents. Le rôle de l'État, c'est simplement de rendre possible l'exercice de cette liberté de choix. Ça, c'est la première caractéristique de ce courant d'idées. La deuxième caractéristique de ce courant d'idées, de ce nouvel eugénisme, c'est son orientation technologique. C'est-à-dire que ces instruments, ce sont des techniques de sélection reproductive que les progrès continus de la génétique et de la biotechnologie permettent de perfectionner et transforment peu à peu, étape par étape, en techniques de remodelage génétique. Donc cet eugénisme, qu'on pourrait dire technophile, il se présente comme une médecine préventive. Et l'argument thérapeutique qui est systématiquement mis en avant justifie qu'il faille déplacer toujours plus en amont, finalement, le moment où la sélection reproductive doit s'exercer. Troisième point, troisième caractéristique,
le propos est dominé par une conception de la responsabilité pour autrui qui s'apprécie en termes strictement utilitaristes. C'est-à-dire que les options de reproduction entre lesquelles les parents sont susceptibles de choisir s'apprécient en fonction des conséquences attendues, sur un plan individuel ou sur un plan collectif. Combien de risques de pathologie en moins, combien de morts en moins, combien de souffrances en moins, comment assurer à l'enfant la meilleure vie possible, l'emploi répété dans cette littérature du mot meilleur, meilleur enfant, meilleure vie, meilleurs atouts, etc., illustre cet utilitarisme qui veut se présenter comme un altruisme. À la visée thérapeutique ou préventive s'adjoint une intention qui est tout à fait assumée par certains auteurs d'amélioration des capacités humaines. La correction ciblée du génome germinal permettra d'éliminer certaines maladies mortelles ou handicapantes et, ce faisant, rendra l'individu plus résistant, augmentera son espérance de vie, ouvrant ainsi, étape par étape, la possibilité d'agir sur son apparence phénotypique. L'usage de la génétique procréative à des fins d'amélioration humaine est vu comme un progrès de la justice, une notion qui est très importante dans cette littérature, cette idée que la nature est injuste. Que la nature est injuste et qu'il s'agit en quelque sorte d'utiliser les avancées de la science pour corriger les inégalités naturelles qui sont produites par la loterie génétique. Alors, mon dernier point va consister à m'interroger avec vous sur ce que j'ai appelé là l'étonnante résistance du tout génétique. Étudiant ces questions depuis quelques années, je suis frappé par une chose qui éclaire peut-être ce qui m'apparaît encore comme une énigme. Alors, le constat, c'est celui d'une interpénétration des logiques scientifiques, des logiques économiques et des logiques qu'on pourrait dire idéologiques ou normatives dans le domaine des biotechnologies de la procréation. Alors, bien sûr, il y a la prodigieuse accélération du savoir dans le domaine de la génétique, sans lequel rien de tout cela n'aurait pu se passer, mais tout aussi important est le fait que cette révolution génomique intervienne dans un contexte qui est marqué par une très très vive compétition internationale entre centres de recherche, publics, privés, mais aussi qui mettent aux prises les géants de l'industrie pharmaceutique, du traitement des données biogénétiques, et avec notamment les GAFA qui sont très présents sur ce domaine-là, des start-up, des chercheurs, des intellectuels, jusqu'aux États eux-mêmes qui cherchent à encourager, à travers des plans d'action publique, le développement des secteurs de biotechnologie et de la médecine prédictive. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que de nombreux chercheurs qui sont tout à fait éminents dans le domaine de la génétique dont on parle ici sont aussi en même temps des créateurs de start-up en biotechnologie. Ce qui est le cas des 3 inventeurs de CRISPR-Cas9, qui se disputent d'ailleurs la paternité de la découverte. Chacun des 3 a créé sa propre start-up et le cours des actions fluctue au gré des controverses qui animent le milieu international de la génétique, des généticiens professionnels. Et là, il est extrêmement difficile, finalement, de faire la part des choses entre ce qui relève, finalement, d'appréciation strictement scientifique et ce qui fait intervenir d'autres types d'intérêts, des intérêts économiques ou des intérêts d'ordre idéologique, si vous voulez, qui conditionnent en partie le jugement qu'on peut porter sur les choses. Par exemple, dernièrement, dans un éditorial du New England Journal of Medicine, George Church, le 16 novembre 2017, s'insurge contre toute forme de restriction à l'endroit de l'édition du génome germinal, et il justifie sa position dans ce texte en disant qu'il y a à la fois des raisons scientifiques et médicales, en gros c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire encore trop de vies perdues par des maladies génétiquement transmissibles, mais aussi ils mettent en avant des raisons économiques, c'est-à-dire les États-Unis, il est américain, Church, sont en train de perdre du terrain par rapport au Royaume-Uni, ou par rapport à la Chine, ou par rapport au Japon. Et il fait intervenir aussi des raisons morales. Corriger le génome de l'embryon permet d'éviter sa destruction. Et donc c'est préférable finalement à
la FIV suivie d'un DPI qui conduit à détruire des embryons. Tout cela montre qu'il faut intégrer dans la réflexion la part de l'économie, la part de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'il y a une croissance spectaculaire d'un marché des services génétiques. J'ai commencé tout à l'heure par les banques de sperme, mais il y a aussi des banques de vulves, il y a des tests génétiques, il y a des cliniques de fertilité, il y a des outils de séquençage et d'édition, etc. Et qui est allé de pair, c'est du moins l'hypothèse que je fais, avec l'irruption de ce qu'on pourrait appeler un marketing du gène. Un marketing du gène qui est un discours à finalité commerciale, qui est clairement repérable dans le discours des banques de sperme. Je ne sais pas combien de temps il me reste, donc je vais passer très vite là-dessus, mais qu'on pourrait résumer par une formule génotype égale phénotype. Autrement dit, l'équipement génétique de l'être humain détermine ses traits physiques et cognitifs. Cette vision du tout génétique, elle est aussi présente, généralement de manière implicite, chez les tenants de la sélection anténatale. Qu'il s'agisse de modifier le génome de l'enfant à naître, de sélectionner le meilleur profil d'embryon ou plus simplement d'ouvrir le plus largement l'accès aux tests prénataux ou aux tests préconceptionnels. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 90, 2 collègues nord-américaines, sociologues, avaient étudié la représentation de la notion de gène dans la culture populaire américaine et avaient montré finalement qu'on assistait à une véritable mystique du gène, que le gène était en train de prendre la place de celle qu'occupaient naguère les notions de sang ou d'âme, et qu'on lui prête le pouvoir extravagant de tout expliquer, pas simplement notre apparence physique et notre état de santé, mais aussi des choses comme l'autisme, l'homosexualité, l'agressivité, la dépression, l'entente dans le couple, etc. Vision essentialiste, en somme, pour laquelle l'ADN révélerait notre nature cachée et prédirait nos actes. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est combien cette mystique du gène résiste, voire se renforce, alors même que le savoir génétique a beaucoup évolué depuis 30 ans et que, me semble-t-il, il abandonne de plus en plus les positions déterministes qui étaient les siennes au départ. Et il est encore plus curieux de constater qu'un certain nombre de professionnels de la génétique ou des sciences médicales participent à colporter ce discours pour légitimer finalement un usage mélioratif de l'édition du génome. Alors, je passe très rapidement, parce que je n'ai pas le temps, sur quelques auteurs que j'aurais pu citer dans ce domaine-là. Je voudrais juste conclure, c'est que plus la recherche avance, plus le lien entre génotype et phénotype se complexifie, plus on mesure l'importance des variables épigénétiques, plus on approche le génome comme un réseau, et donc il faut réfléchir aux interactions très complexes qui s'établissent au sein de ce réseau. Et je trouve que l'essentiel de cette complexité est perdu ou rendu inaudible lorsque les enjeux économiques et idéologiques sont venus en quelque sorte se mêler à la connaissance des faits. Et donc, j'en suis arrivé à me demander, et ce sera ma conclusion, si on n'assiste pas à une divergence croissante entre le savoir génétique, qui s'éloigne d'une vision déterministe simple, et une vulgate génétique, souvent qui prend la forme d'un discours marketing et qui, pour diverses raisons ou intérêts, entretient la croyance en une mystique du gène. Et cet écart, il est d'ailleurs reconnu par un certain nombre de généticiens professionnels. Pour ne citer que le cas français, j'ai en tête 2 auteurs qui ont écrit des choses là-dessus pour souligner en quelque sorte cette divergence. Je citerai Bertrand Jordan ou Arnold de Munich dans son dernier livre, qui parlent l'un et l'autre de malentendus, d'impostures, voire de faux prophètes ou de petits Prométhées nuisibles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette vision sociologique donc, de la problématique donc, de ces manipulations génétiques. Il est vrai que maintenant on contrôle le vivant de plus en plus. Est-ce que cela va permettre
dans le futur de démontrer qu'en fait l'évolution de l'espèce humaine va prendre une nouvelle tournure et que c'est peut-être un petit peu ça le but de toutes ces manipulations génétiques. Merci. Alors bien sûr, dans l'exercice auquel je me suis livré devant vous, il y a une part de prise de risque assumée, c'est que je suis en train d'anticiper les choses. Donc je réfléchis à partir de scénarios, mais il me semble qu'il est important, dans la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, compte tenu de l'accélération des découvertes dans le domaine de la génétique et de la génomique, de se mettre dans une position comme celle-ci, qui oblige à réfléchir à différents scénarios d'avenir qui pourraient se présenter et par conséquent à anticiper les implications normatives qui découleraient de chacun de ces scénarios. Et si on ne fait pas ça, j'ai peur qu'on se trouve placé en quelque sorte devant une sorte de fait accompli, compte tenu de l'ampleur de la dynamique qui, pour tout un tas de raisons liées à la vie scientifique et aux intérêts économiques en jeu, pousse finalement à un développement extrêmement rapide des recherches et des expériences dans ce domaine. Donc le problème ici, c'est celui, encore une fois, d'un autre écart de temporalité, en quelque sorte, entre la temporalité très soutenue des recherches dans la génétique et la temporalité beaucoup moins soutenue de la réflexion éthique, de la réflexion sociologique, de la réflexion politique qu'il s'agit d'avoir sur ces questions. Parce qu'après tout, il s'agit de penser la naissance, il s'agit de penser la transmission, il s'agit de penser la parenté, et c'est ce par quoi une société se définit. C'est-à-dire que ce sont des questions sociales et ce sont des questions politiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois, derrière une représentation donnée de la parenté, il y a, je dirais, des normes, il y a des représentations qui peuvent d'ailleurs différer selon les sociétés. Les ethnologues nous ont bien montré à quel point la variété humaine est importante dans ce domaine. Mais en tout cas, si les choses doivent évoluer, c'est à nous de les faire évoluer et de les faire évoluer en sachant ce qu'on fait. Donc en y ayant préalablement réfléchi. Donc c'est pour ça que je trouve tout à fait précieux que le jour de notre intervention coïncide avec l'ouverture des États généraux sur la bioéthique, parce que je crois qu'il ne faudra pas simplement réfléchir à l'ouverture éventuelle de la PMA aux femmes célibataires ou aux couples de femmes, mais il faut aussi réfléchir aux implications de l'édition du génome germinal. Il faut prendre au sérieux cette question-là. Il faut réfléchir aussi aux travaux qui se développent dans le domaine de la gamétogenèse in vitro, qui pourraient rendre possible la sélection embryonnaire à grande échelle. Donc tout ça, il faut l'anticiper comme des scénarios possibles, non pas comme des vues de l'esprit, mais comme des scénarios possibles, et y réfléchir collectivement. Oui, ce sont des scénarios à la Aldous Huxley. Mais dites-moi, j'aimerais en savoir plus sur votre vision de l'eugénisme renversé. Parce que vous, ou du moins les philosophes, je suis étonné que ce soit des philosophes d'ailleurs, il y a des philosophes donc qui prétendent que c'est assurer un libre choix. Alors j'aimerais savoir quelle est la notion de liberté là-dedans, parce que dans le premier exemple que vous avez présenté, donc à propos de cette société, finalement, effectivement, il y a des choix, mais est-ce qu'ils sont libres ? Quelle est la notion de liberté que vous voyez derrière ? Alors, c'est effectivement toute la question, c'est l'une des questions. Je dirais que les controverses philosophiques ou éthiques qui se développent dans ce domaine-là, elles portent autour des notions de liberté, égalité, justice, individu, dignité. Voilà en gros les 5 mots-clés. Les auteurs dont j'ai parlé, vous avez vu, ils utilisent de manière explicite le terme d'eugénisme. Ce n'est pas moi qui les taxe comme tels, c'est eux qui se revendiquent comme tels, en disant bien qu'ils sont finalement dans un scénario de l'eugénisme qui, pour eux, philosophiquement, n'a rien à voir avec les dérives autoritaires qu'on a pu connaître dans le passé et qui faisaient de l'eugénisme une politique d'État.
Ici, il s'agit de donner à chacun, en fonction de ses choix philosophiques personnels, de sa représentation de ce qui fait une vie bonne ou mauvaise, la liberté de choisir finalement l'équipement génétique de l'enfant. Alors bien sûr, c'est la liberté de choisir pour les parents, et on se pose la question de la liberté de celui pour lequel on a choisi. Dans quelle mesure peut-on parler de liberté ici de l'enfant, puisqu'on a choisi de le configurer sans que naturellement il ait son mot à dire dans le domaine. Donc on voit bien que la question de liberté ici, de liberté de choix, elle est très polémique et qu'elle ouvre à des prises de position diamétralement opposées selon l'interprétation qu'on lui donne. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que d'abord, il faut que je vous confesse quelque chose, c'est qu'en étudiant tout ça, j'étais loin de me douter, pour moi c'est une découverte, j'étais loin de me douter qu'il existait un courant intellectuel qui a déjà 15 ou 20 ans, qui est très présent dans le monde anglo-saxon, et qui, dans les instances de bioéthique officielles, est puissant, et qui, de ce point de vue, si vous voulez, illustre une tradition intellectuelle qui est très différente de la tradition française, et qui met en évidence la force de l'utilitarisme moral. En fait, il s'agit ici de philosophes utilitaristes qui raisonnent sur la base de la maximisation des intérêts, de l'anticipation des conséquences attendues en fonction des différents scénarios de choix qui se présentent à l'individu. Et donc, c'est une conception très individualiste de la société, une représentation très individualiste de l'homme qui est ici privilégiée, très empirique aussi, c'est-à-dire que ce sont des philosophes qui vont dire « mais vous autres continentaux, vous parlez de dignité de l'homme, c'est un concept insaisissable, c'est un concept métaphysique qu'on ne peut pas définir et que c'est un concept qui nous embarrasse finalement dans la réflexion bioéthique qu'il faut avoir sur ces sujets. Donc soyons plus efficaces en bons pragmatistes et utilitaristes anglo-saxons que nous sommes, et donc réfléchissons en termes de meilleure vie, meilleur enfant, meilleur atout, etc. Voilà. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que l'univers intellectuel continental ou francophone va rester longtemps épargné par cette manière de poser les termes du problème, si vous voulez. Ça, c'est la question que je pose. Important et donc du coup je pense que ça sera un choix pas accessible à tous. Voilà. Alors c'est effectivement une question qui, alors dans ce courant de l'eugénisme libéral, l'ensemble des intellectuels se réclament du libéralisme selon des variantes plus ou moins plus ou moins radicales. C'est-à-dire que vous avez des libéraux très radicaux, qui sont les libertariens, qui considèrent qu'il n'y a que des individus, que l'État ne doit absolument pas interférer d'aucune manière dans le domaine des choix qui appartiennent aux individus. Et puis vous avez des libéraux de tradition rawlsienne, John Rawls, etc., qui sont plutôt sensibles à la question de l'égalité des chances et qui se posent la question des éventuels effets pervers d'une totale liberté de choix qui serait donnée aux individus en fonction de leurs moyens. Et donc, quelqu'un comme Agar, aujourd'hui, dit, il a une position finalement assez rawlsienne, il dit, il faut s'assurer que l'accès aux biotechnologies de la reproduction sera accessible à tous de la même manière. Sinon, effectivement, on va vers une société qui va être génétiquement stratifiée entre ceux qui ont les moyens, finalement, de se livrer à la correction, aux corrections génomiques et donc à l'amélioration humaine et qui vont avoir une descendance boostés en quelque sorte, et puis ceux qui n'auront pas les moyens de faire ça. Alors l'idée ici, bien sûr, c'est d'éviter ce type de fracture génétique en quelque sorte qui pourrait caractériser la société de demain. Mais encore une fois, c'est des positions qui ne font pas l'unanimité. Vous avez aussi des gens très libertariens qui disent non, pas du tout. Il faut donner toute latitude aux individus pour choisir ce qui fait sens à leurs yeux et je dirais aucune institution ne peut se substituer légitimement à leur choix. Bien entendu, alors, encore une fois, il faut assumer tranquillement l'exercice qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de délirer.
On n'est pas en train de délirer parce que, bon, des procès en wrongful life, hein, des vies faussées, en quelque sorte, ont déjà eu lieu. Hein, et on peut naturellement entrevoir que si on s'engage dans un scénario comme celui-ci, qui permettra aux parents de recourir, assistés naturellement de la médecine procréative, à des manipulations du génome embryonnaire, eh bien, on puisse avoir des enfants qui puissent reprocher à leurs parents soit de n'être pas intervenus sur leur génome, soit d'être intervenus sur leur génome à des fins regrettables. Et donc, ça nous fait entrer ici, si vous voulez, dans un espace de contentieux qui fait du lien de filiation un lien qui peut être directement un lien de contentieux, qui mettrait aux prises finalement des individus aux intérêts divergents, ce qui amène, vous voyez, à repenser de fond en comble les fondements de la parenté. C'est pour ça qu'on n'est pas simplement face à des questions scientifiques, on est face à des questions anthropologiques. On est face à des questions qui posent la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'une société humaine, qu'est-ce qui se transmet entre les générations, de quelle nature est ce lien particulier qu'est le lien de filiation. Oui, je partage tout à fait votre avis. Je pense que pour ce qui est du public bien informé, ce sont des choses qui commencent à se savoir et il y a un engouement manifeste dans le public bien informé sur les questions d'épigénétique depuis ces dernières années. En revanche, je suis presque sûr que pour la plupart des individus, ça ne signifie strictement rien. Épigénétique, influence de l'environnement, influence des comportements sur la capacité d'expression des gènes. Je pense que pour la plupart des individus, ça... Donc il y a cet écart dont je parlais tout à l'heure qu'il faudrait effectivement arriver à combler en montrant l'importance finalement de facteurs environnementaux qui nous permettraient de sortir d'une vision, j'ai des collègues qui appellent ça le génocentrisme, hein, exclusivement centré sur le gène. Alors, juste un point, et je pense aussi que les données épigénétiques pourraient se retrouver dans les débats qui vont s'ouvrir, intervenir, par exemple, sur la question de la GPA. Sur la question de la GPA, ça peut reposer en d'autres termes la question de la gestation pour autrui à partir du moment où on peut établir qu'il y a une influence épigénétique de la gestatrice sur l'embryon et le fœtus. Ça peut reposer en d'autres termes finalement la problématique de la gestation pour autrui. Donc je pense qu'il faut effectivement amener à introduire, avec tout le défi que cela représente, parce que c'est des questions compliquées, la prise en compte de ces facteurs épigénétiques dans les discussions publiques.